Vers les marchés US notamment, les marchés américains qui enchaînent les records à Wall Street. 28 records à Wall Street depuis le début de l'année, des multiples supérieurs à ceux de l'an 2000. Est-ce qu'il faut craindre une surchauffe, Patrick Artus ? Oui, alors la croissance est là-bas aussi, on le voit sur les marchés. Le Nasdaq, qui regroupe la plupart des sociétés technologiques, a augmenté de 17% depuis le début de l'année et de 120% en 5 ans. Et on paye 34 fois les bénéfices sur le Nasdaq, alors que la moyenne historique, c'est 22-23. C'est pas signe d'une bulle, ça ? Alors, il y a plein de signes de bulle, mais la question, c'est est-ce que cette bulle va se corriger ? Alors, les taux d'intérêt de la Réserve fédérale vont baisser, ce qui va entretenir la bulle. Oui. Et plutôt défavorables il y a d'autres évolutions plutôt défavorables. Le ralentissement de la croissance des États-Unis, qui est plutôt défavorable. Mais la grande incertitude, c'est sur les profits qui seront tirés des développements de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça qui tire l'ensemble, il faut le dire. C'est quand même un effet très les investissements de l'intelligence artificielle qui tirent le peu de croissance des États-Unis, et c'est les profits attendus des boîtes qui développent l'intelligence artificielle qui tirent les marchés. Et alors, on peut avoir beaucoup d'hésitations. Les investissements dans l'IA des 5 plus grandes boîtes de l'IA, donc vous savez la liste, c'est 450 milliards de dollars cette année, c'est probablement 600 milliards de dollars l'année prochaine, et avec des revenus qui sont extrêmement faibles, parce que c'est de l'open source, qu'ils développent des produits concurrents, donc tout le monde n'accaparera pas tous les marchés, et c'est une rupture de leur modèle. D'habitude, ils se partageaient les marchés. Enfin, je veux dire, Apple, Microsoft, etc., faisaient avec des marchés. C'est vrai, donc ils ont tous des investissements dans les data centers et dans le développement de l'IA. Et donc, probablement, il y aura une grosse déception de marché sur les profits à attendre de l'IA, ce qui déclenchera une correction des valeurs technologiques. Mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est probablement avec la Réserve fédérale et avec les illusions sur l'IA et avec la masse d'investisseurs plutôt individuels qui investissent en actions américaines, le marché américain va continuer à monter. Des illusions sur l'IA. Quand on a fondé une société de gestion qui s'appelle Épopée Gestion, est-ce que cette épopée vous mène jusqu'aux États-Unis ? C'est pas si négatif que Patrick Artus, à court terme en tout cas. C'est vrai que quand on regarde, effectivement, je crois que c'est Nvidia, Microsoft et Apple qui ont une CAPI chacune supérieure à celle du CAC 40, je crois chacune d'entre elles. Notamment parce qu'elles investissent beaucoup sur ces sujets. Moi, l'IA, en fait, quand on fait un parallèle avec les années 2000, par exemple, que j'ai bien connu dans le courtage en ligne, je m'occupais d'un acteur qui s'appelait Fortuneo à l'époque. En fait, on voyait bien à certains endroits des bulles dont on savait très bien qu'elles n'allaient pas tenir très longtemps, soutenues par plein de choses économiques comme des politiques accommodantes et puis comme des modèles dont on ne voyait pas qu'est-ce qu'on allait en tirer. Moi, sur l'IA, je ne serais pas aussi assertif que ça. Sur l'IA, je pense que le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'un certain nombre de boîtes comme celle-là, celles qui produisent ces modèles, vont réussir à faire muter leur modèle de rémunération. Je m'explique sous un angle, un seul, il y en a plein. L'IA, c'est un des sujets, c'est la productivité que ça va apporter. Bon, j'enfonce une porte ouverte, mais quand on regarde les modèles d'IA qui sortent, quand on voit ce que ça peut générer dans des back middle office, dans des supports clients, pardonnez-moi l'expression, c'est monstrueux dans le sens positif et négatif. Donc en fait, la vraie question, c'est est-ce que ces boîtes-là vont réussir à trouver des modèles de rémunération qui vont être axés d'une manière directe ou indirecte sur les gains de productivité qu'elles feront faire à leurs clients. Et ça, si elles y arrivent, c'est une manière de rémunérer les énormes investissements qu'elles auront faits. C'est pas le cas aujourd'hui, si je comprends ce que vous dites. Je pense que la vraie question, c'est ça. C'est ce qui est en jeu, c'est trouver des modèles de rémunération qui aujourd'hui n'existent pas parce que les gains colossaux de la productivité apportés par l'IA ne sont pas encore pricés dans les modèles de rémunération de ces acteurs. On pourrait le donner le même parallèle dans ce qui est l'intelligence pure, la capacité à élaborer des modèles, etc. Comment est-ce que je me rémunère sur le chiffre d'affaires additionnel que fait un de mes clients dans la banque, par exemple, parce que l'IA que je lui ai construit est capable d'aller vendre plus de produits qu'avant. Ça, c'est le vrai sujet. Je ne dis pas que la question est traitée, je ne dis pas que c'est fait, mais je dis que je suis plus optimiste que Patrick Artus au sens, il y a encore une porte pour ouvrir ces modèles. Et si ça se fait, alors ce sera un raz-de-marée économique, c'est sûr. Alors, Dr Doom, Artus, la réponse. Mais la grande différence entre Internet et l'IA, c'est que les boîtes d'IA sont en concurrence. Et donc, sur Internet et tout ce qui est autour d'Internet, elles prélèvent des rentes de monopole. Elles sont en situation de monopole local.
Il y a l'Apple Store, etc. Il y a des monopoles locaux. Les boîtes de l'IA qui développent des modèles d'IA vont être en concurrence, donc elles ne pourront pas attirer les revenus. Alors les revenus de l'IA sont très considérables chez les utilisateurs d'IA, et je ne crois pas qu'à cause de la situation de concurrence, les boîtes qui produisent ces modèles pourront attirer une partie des revenus. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense encore une fois, il faut que les modèles de rémunération de ces acteurs mutent vers autre chose que la vente ou la mise à disposition de leur open source. La différence, c'est qu'elles auront toujours une incitation à casser les prix pour gagner des parts de marché vis-à-vis de leurs concurrents. Je ne sais pas. Le marché se construit. Je ne sais pas. Non, mais c'est pour la première fois, ces boîtes sont en concurrence vis-à-vis des unes des autres. Oui. C'est une situation extrêmement différente. Comme on dit souvent, Patrick, l'adversité stimule la créativité. Moi, je crois aussi qu'il y a une possibilité de voir des choses qu'on n'imagine même pas. Et regardez, tous les jours, on utilise l'IA les uns les autres. Il y a encore 1 an, j'imaginais pas ce que je ferais avec aujourd'hui, et il y a 2 ans, j'imagine même pas que ça pouvait fonctionner. Donc en fait, je pense que le champ des possibles, c'est une révolution qui pour moi est largement supérieure à l'Internet. Ça va être un raz-de-marée. C'est une révolution sur l'emploi aussi, Stéphane Carcillo. Oui, la dimension marché du travail, elle est hyper importante, parce que il y a beaucoup d'emplois qui vont être complètement transformés. Alors on a beaucoup de mal. Disparaître. Alors disparaître pour certains et transformer pour d'autres. On a beaucoup de mal à savoir quelle est la proportion de ceux qui vont disparaître et ceux qui vont être transformés. Pour être très honnête, parce qu'en fait l'IA va trop vite en termes de nouvelles applications et donc on a des modèles. C'est-à-dire qu'en fait on a une codification des tâches métier par métier, et pour chaque tâche on peut faire des tests pour savoir année après année si l'IA est capable de remplir cette tâche ou pas du tout. Et donc ça permet de savoir finalement combien de pourcentage des tâches d'un emploi donné est automatisable par l'IA ou pas, et est-ce que cet emploi du coup est amené à carrément disparaître parce qu'on est au-delà de 50%, ou est-ce que cet emploi est amené à être augmenté par l'IA? C'est-à-dire en gros, les personnes vont libérer du temps pour faire autre chose. Et ça, pour l'instant, les mesures, en fait, elles sont très incertaines. On n'arrive pas à savoir. On voit qu'il y a des jobs, notamment, évidemment, toutes les personnes qui font du coding sur ça, c'est des métiers qui vont être profondément substitués par l'IA. Il y a des chiffres assez inquiétants aux États-Unis sur le middle management, sur les cadres intermédiaires. Voilà. L'emploi est nettement en train de baisser. Les cadres intermédiaires et les jeunes dans certains métiers, l'accès aux jeunes à des métiers, vous savez, dans des métiers a priori très qualifiés, dans lesquels on doit analyser beaucoup les données. Je pense évidemment à des jeunes qui font du consulting ou à des jeunes qui travaillent dans les services clients, par exemple, où on a des grosses bases de données et puis il faut savoir quoi faire avec ces bases de données pour améliorer le service client et le suivi des clients, etc. Le support client, ce que vous disiez tout à l'heure. Là, ces métiers-là, ça va être une transformation profonde. Les jeunes ne peuvent plus accéder à ces métiers-là, et on le voit dans les données. Il y a des papiers qui montrent bien que l'emploi baisse dans ces domaines-là, avec un gros ajustement. Et en fait, la grosse différence avec les transformations précédentes, l'ordinateur, Internet et les transformations du début du siècle, du XXe siècle, c'est qu'en fait, cette transformation a l'air d'arriver hyper rapidement. Et donc la grosse incertitude, c'est que le choc, est-ce qu'on va être capable de s'ajuster au choc? Les chocs précédents, c'était une génération qui l'absorbait, donc on avait le temps d'ajuster les programmes d'éducation, les programmes, de rediriger aussi les programmes de formation vers les métiers qui se développent, et de sortir et de fermer les filières qui n'ont plus de débouchés. Quand on a une révolution qui intervient à l'horizon de 2 ou 3 ans, on a déjà des gens qui ont été formés sur le coding, qu'est-ce qu'on en fait? Ça va très très vite, et donc il y a beaucoup d'incertitudes, et je pense que ça va être un profond choc en fait sur le marché du travail. On y est là, ou il est à venir encore? Je pense que ça commence. On commence à le sentir très fortement. Mais la question cruciale, ça sera la réallocation de l'emploi. Parce que le scénario optimiste, par exemple, c'est ce que écrit Philippe Aghion, c'est que l'IA permet de monter en compétence des jobs existants. Donc les gens qui ont des compétences milieu de gamme seront upgradés par on les augmente. On augmente leurs compétences parce qu'ils utilisent l'IA. Et la version défavorable et la thèse défavorable, c'est qu'il y aura des pertes d'emplois colossales, et ces pertes d'emplois seront associées à une baisse en gamme du niveau des emplois. C'est le syndrome Uber, quoi, je veux dire. Faut se rappeler que la révolution Internet, ça a beaucoup créé d'emplois très peu qualifiés. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup
beaucoup plus d'emplois de chauffeurs Uber que d'emplois de codeurs sophistiqués. Et donc, on ne sait pas. On ne sait pas si ça sera en moyenne une élévation du niveau de compétence ou si ça sera en moyenne un déplacement de l'emploi vers des emplois très peu qualifiés. Votre pari, Ronan. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si on le subit au sens système éducatif, parce que je pense qu'on y revient, c'est comme la clé de voûte de tout, effectivement, il y aura des déconvenus. Je ne dis pas qu'on peut tout anticiper, parce qu'effectivement, ça va tellement vite. C'est aujourd'hui, les imageries médicales sont mieux lues par une IA que par un médecin, par un radiologue. Qui aurait imaginé ça il y a encore 5 ans, honnêtement? Et qui aurait imaginé qu'ils puissent faire confiance davantage à une IA qu'à un radiologue. C'est comme ça, on est arrivé à ça. Donc dans des domaines aussi délicats. Donc je pense que le vrai sujet, effectivement, c'est d'avoir un système éducatif, et on n'y est pas en France, certainement ailleurs, qui sous-tende bien ces évolutions et qui anticipe le plus possible. Ce qui peut effectivement être la montée en gamme des individus, parce que je crois qu'un vrai risque, c'est la déclassification des gens par le fait de devenir, pardonnez-moi, j'utilise et je suis plus feignant, entre guillemets, et puis surtout d'avoir des gens qui restent au bord de la route parce qu'ils ne trouvent pas de place avec ces systèmes. Donc ça, c'est un enjeu d'éducation très fort. Inclusion. Bon, je reviens au marché sur l'or qui est en plein boom. On approche bientôt les $4 000 de l'once. Ça a augmenté à une rapidité incroyable. Normalement, le cours de l'or, c'est ce qui price un peu le risque sur les marchés. Bon, là, on voit que sur les marchés, tout va bien. Ça fonctionne plutôt pas mal. D'abord, c'est quoi votre grille de lecture, Patrick Artus ? Il faut quand même dire que toute personne qui investit dans l'or détruit l'économie. Donc les investissements dans l'or se font au détriment des investissements productifs. Tenez-vous-en pour dit, ceux qui achètent de l'or. Quand j'achète un lingot d'or, destructeur d'économie. Quand j'achète un lingot d'or, je stocke ma richesse sous la forme de ce lingot d'or et je ne la prête pas à une entreprise qui va investir. Donc plus il y a une mauvaise allocation du capital. Plus il y a d'investissements dans l'or, moins il y a de croissance. Là, c'est un argument irréfutable. Et alors pourquoi il y a plein d'investissements dans l'or ? Et d'abord, à ce stade, on peut s'interroger sur le comportement des banques centrales. C'est essentiellement les banques centrales qui ont plus que doublé leur flux d'achat d'or. Et pourquoi ça ? Parce qu'elles pensent que, alors certaines d'entre elles veulent sortir du dollar, donc pour des raisons politiques, et puis elles pensent que c'est plus sécurisant, plus stabilisant que d'avoir des réserves. Donc on rachète de l'or après en avoir vendu quand même pendant des années, notamment en France, on rachète de l'or dans les banques centrales aujourd'hui. Les banques centrales détiennent 60% du stock d'or mondial, et donc c'est les achats des banques centrales qui font monter l'or, et c'est autocumulatif, parce que le particulier qui voit que l'or monte, il se dit pourquoi j'achète des obligations qui rapportent 3%, je vais acheter d'or. Et donc c'est un très mauvais calcul économique. Je veux dire, ça détruit de la croissance et ça détruit de l'épargne qui serait disponible pour faire autre chose de plus efficace. Alors pourquoi l'or monte ? Politique monétaire, c'est les trois explications historiques qui sont valables aussi aujourd'hui. Politique monétaire très expansionniste des États-Unis. Oui. Deuxièmement, inflation américaine. Et troisièmement, dépréciation du dollar. Donc tous les ingrédients sont réunis. Et voilà les explications, ça sera le mot de la fin. Merci à mes trois experts, Patrick Artus, Ronan Lemoal et Stéphane Carcillo pour cette nouvelle émission. On se retrouve demain 10h, 11h en direct sur BFM Business.